Cette réconciliation est très importante parce que l'armée est entrée dans la ville de Khan el-Shir et Oui, à l'instar des quartiers est d'Alep, y ont découvert aussi des quantités importantes d'explosifs ou de matières qui permettent de préparer des explosifs comme oui, de la nitroglycérine en quantité importante, des nitrates en quantité importante, oui. du sifour, etc. Et puis beaucoup de produits chimiques de fabrication turque, hein, Ah, donc du sarin et du gaz sarin et du gaz moutarde. ouais. Donc de fabrication turque et qatari qui étaient entassés en quantité énorme dans les tunnels qui ont été découverts à Khanchir. Alors, Donc et voilà, ça, et, et et ça, c'est quand même une réconciliation très très importante. Voilà. et ça, vous parlez de produits chimiques venus de Turquie et d'Arabie Saoudite. Tout Mm. ça, alors qu'en même temps, un certain nombre de voix occidentales dénoncent en fait la criminalité supposée ou prétendue du gouvernement syrien qui utiliserait des armes chimiques contre son propre peuple, pardon, entre guillemets, mais tout ça pour masquer le fait que l'État syrien s'est débarrassé de la totalité de ses stocks d'armes chimiques et que ce que vous dites, qui est un constat, c'est que ces armes chimiques ne viennent pas des stocks d'armes syriens, mais sont des composés qui viennent des alliés des États-Unis, de la France et de l'Angleterre, hein, quand même. Hein. Absolument. Alors, je rappelle quand même les faits. En 2013, la Syrie a déclaré accéder à signer le traité de non-adhésion, ou plutôt d'adhésion à la non-existence d'armes chimiques. Oui, En fait, et une commission de l'ONU avec laquelle a collaboré la Syrie pour se débarrasser complètement de son stock d'armes chimiques, a surveillé donc cette commission qui était dirigée par Sigrid Kaag a bien dit aussi que la coopération avec l'État syrien a été faite très correctement, que la Syrie a bien montré où étaient tous les armes chimiques, que toutes ces armes chimiques ont été livrées et ont été en fait débarrassées, si on peut dire. Et c'était d'ailleurs des navires, je crois, américains qui les avaient repris pour oui, s'en débarrasser. oui. Donc en juin 2014, le calendrier a été respecté. Fin juin 2014, la Syrie était complètement exempte de toute arme chimique. Les accusations systématiques en fait dans les médias occidentaux et des pays occidentaux d'ailleurs qui ont été remis sur le tapis à l'occasion de la libération d'Alep Est, hein, Oui. justement par la France où ils ont voulu condamner l'État syrien de crimes de guerre, d'utilisation des armes chimiques contre le peuple syrien. Aujourd'hui, on découvre que c'était effectivement une propagande qui était orchestrée et menée par Israël. Il y a Oui. les vidéos et les déclarations de certains anciens du Mossad qui le disent, hein, et Mhm. clairement, dans les médias israéliens d'ailleurs. Oui. Et ça a été utilisé vraiment comment dire, c'était des mensonges créés de toutes pièces et propagés par ces médias pour porter atteinte à l'État syrien. Alors que la réalité, c'était que ce sont les terroristes qui ont utilisé le gaz sarin, le gaz moutarde et d'autres
Oui. produits chimiques et d'autres armes chimiques aussi, et produits chimiques qui pourraient avoir des effets toxiques comme la chlorine, comme un Oui. certain nombre de choses, de produits chimiques, hein, ont été utilisés contre la population par les terroristes. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est clair, on découvre des stocks importants de ces produits dans les lieux que l'armée a libérés des terroristes et que l'armée investit. Quand elle investit, elle trouve dans ces tunnels des quantités importantes de ces produits. Donc avec fabrication turque, fabrication qatari, fabrication saoudienne. De toute façon, d'ailleurs, ils sont montrés par les caméras dans leur lieu de stockage, dans les tunnels, avant d'en être débarrassés. D'accord. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, Essar, vous avez évoqué je dirais l'intervention israélienne dans le dossier syrien par de la propagande. Vous évoquez évidemment continuellement les activités criminelles de ces terroristes. Alors, il faudrait peut-être évoquer l'attentat terroriste qui a été commis à Damas il y a quelques heures par quelqu'un qui a porté une ceinture d'explosifs et parallèlement, parce que ça s'est produit très curieusement, presque au même moment, c'est ce bombardement israélien comment je dirais, la base aérienne syrienne à côté de Damas. Voilà, si Ouais. vous voulez bien en parler. En fait, il est certain qu'à chaque fois que l'État syrien, enfin l'armée syrienne avance et que les terroristes sont en difficulté, Israël vient à leur rescousse. Hein. Oui. Donc déjà au mois de décembre, il y a eu un bombardement, une agression en fait réelle par Israël contre la Syrie. Un bombardement qui a attaqué à Saboura, donc en fait la banlieue très proche de Damas, Oui, oui, exact. Oui. en décembre. Oui. Et puis à nouveau, voilà que avant-hier, un bombardement aussi à minuit exactement. Israël elle a effectivement envoyé des missiles sur l'aéroport Al-Mazeh, qui est un aéroport militaire à côté de Damas, qui a été violemment bombardé par Israël. Bombarder, c'est peut-être pas le terme, ce sont des missiles qui ont été tirés à partir du lac de Tibériade, qui ont attaqué cet aéroport. Ce sont des Il y a eu missiles. sept missiles. D'accord. Alors une précision importante, effectivement, puisque des informations que Oui. vous nous donnez est différente de celles des autres sources qui sont pas d'ailleurs toutes concordantes. Hein. Ce serait donc des missiles balistiques, hein, du même type que celle du Scud irakien, hein, qui est devenu célèbre avec je dirais les bordées de missiles Scud envoyés par le régime irakien sur Israël en 1991 et surtout 2003, sauf erreur. Et donc c'est pas des 91, missiles. Voilà, 91. Ce ne sont pas des missiles qui sont lancés par avion, hein, ce sont des missiles balistiques qui partent du sol et qui touchent une cible. Donc là, il y a une agression, c'est plus grave encore qu'un lancer de missiles par avion depuis l'espace aérien libanais. C'est carrément une agression indiscutable, parce qu'on peut toujours éventuellement dire, bah oui, mais ça vient de l'espace aérien libanais, donc il reste toujours un doute quant à savoir si c'est des avions israéliens ou si c'est le Liban qui balance des missiles. Bon, là il n'y a plus aucun doute si c'est des missiles balistiques qui partent du nord d'Israël. Là on a une agression caractérisée qui normalement est un casus belli, hein, c'est-à-dire que la Syrie a toute latitude pour faire ce qu'on appelle une réponse punitive face à une agression unilatérale de la part de l'État sioniste. Hein. Tout à fait, c'est une agression, c'est une violation de la souveraineté
territoriale et aérienne syrienne, et dans ce sens, bien sûr, le gouvernement syrien, le ministère des Affaires étrangères a levé une plainte en fait contre Israël au Conseil de sécurité, a exigé que le Conseil de sécurité prenne les mesures et les sanctions nécessaires face à cette violation caractérisée de la souveraineté de la Syrie et du territoire syrien, et à l'ONU aussi. Donc ça c'est. Mais je voudrais quand même souligner, c'est sûr que de toute façon c'est une violation et c'est une agression caractérisée et qui vient à chaque fois que les terroristes d'Al-Nosra ou Daesh sont en difficulté, oui. Ce qui montre de façon aussi très claire et très évidente oui. la connivence réelle entre Israël et les terroristes, ajouté au fait que les médias israéliens ont montré à plusieurs reprises les hôpitaux israéliens qui reçoivent des blessés de Al-Nosra, et même Netanyahou en personne qui allait leur rendre visite, oui. Que à chaque fois qu'ils sont en difficulté, etc., les Israéliens attaquent l'armée syrienne ou attaquent les positions de l'armée syrienne pour que Al-Nosra avance de manière à être protégés. En fait, ils leur ouvrent le terrain et oui. qu'ils avancent sous la protection de l'aviation israélienne. Donc, en fait, c'est connivence avec le terrorisme, avec des organisations reconnues comme étant terroristes et qui sont sur la liste des organisations terroristes d'un côté, plus violation de la souveraineté d'un État indépendant et qui ne l'a pas agressé, donc violation oui. unilatérale, comme vous le dites. Et puis, ce sont des crimes qui sont passibles de sanctions à la fois du Conseil de sécurité et de l'ONU. Voilà, nous attendons les réponses réelles là-dessus. Ouais. S'il y en a eu. Aussi bien s'il y en a au niveau du Conseil de sécurité, mais de toute façon, nous exigerons toujours qu'il y ait des réponses là-dessus. Troisième point, je pense que la Syrie s'arrogera le droit, effectivement, de réponse et de riposte, puisque c'est son droit et c'est sa réalité. Au moment voulu et de la manière et en l'endroit voulu. Donc c'est la Syrie qui choisira le moment de la réponse, mais en aucun cas les Israéliens ne nous imposeront un moment où ils cherchent peut-être à faire diversion par rapport à l'avancée dans la guerre contre le terrorisme. Et ça Pardon. À vos souhaits. Excusez-moi. Je vous en prie. J'ai supposé qu'à un moment donné, la réponse syrienne pourrait être un bombardement des troupes israéliennes sur le Golan, puisque ça ferait une pierre deux coups. C'est-à-dire que ce serait un message très net de la part de Damas quant à sa volonté de récupérer le Golan syrien occupé par les Israéliens, tout en punissant l'État sioniste d'agression donc unilatérale et criminelle contre l'État syrien, contre la Syrie. De toute façon, le Golan est un territoire syrien et qui redeviendra syrien. Ça c'est clair. La population du Golan, elle continue à se dresser contre l'occupant. Et l'occupation est une occupation illégale puisqu'il y a eu aussi des décisions de l'ONU ouais. Disant clairement que c'est une occupation illégale et qu'il faut que le Golan soit restitué à la Syrie. Et d'ailleurs, dont Israël fait fi et n'applique rien. Il ne veut rien savoir. Oui, oui. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sûr que c'est l'État syrien qui choisira le lieu et la manière
dont il va répondre à ces violations. Et troisième point, je voudrais dire quand même que à chaque fois, c'est aussi concordant, ces attaques israéliennes sont concordantes aussi avec des attentats qui sont faits sur le territoire syrien, Oui. soit par des voitures piégées, puisqu'il y a eu une voiture piégée qui a été explosée aux abords du village Sheikh Meskin lorsque l'accord a eu lieu, et avant justement juste avant à Kafr Sousse, donc dans la banlieue de Damas aussi, dans la banlieue très proche, puisque Kafr Sousse est presque un quartier de Damas, un attentat qui a été fait par une personne qui s'est fait exploser, ceinture piégée, qui a provoqué des dégâts, 7 morts et des dizaines de blessés avant-hier à 8h30 du soir. Donc c'est toujours cette volonté de tuer le maximum de gens, le maximum de monde. Cet attentat a eu lieu en fait dans une place qui est à côté d'un marché où il y a beaucoup de monde, à une heure où il y a beaucoup de monde aussi, et beaucoup de passants, beaucoup de boutiques, beaucoup de commerces, etc. Donc les dégâts étaient importants. Et voilà, le terrorisme continue et ils essayent par ça de montrer qu'ils sont encore là, alors que effectivement les terroristes en Syrie, les organisations terroristes en Syrie sont en faillite totale. Aujourd'hui, donc, ils sont en faillite puisque les réconciliations se multiplient, d'une part, l'avancée de l'armée syrienne se fait de plus en plus importante aussi partout. Oui. Donc, il y a une avancée aussi dans la banlieue nord d'Alep. Oui. Et nord-est, en fait, nord-ouest, pardon, d'Alep, donc du côté de Idlib, en fait. C'est aussi dans l'armée, dans la banlieue de Deir Zur, l'armée syrienne avance. Elle avance et elle vise toujours des bases de Daesh du côté de Deir Zur. Hier, il y a eu plusieurs bombardements de bases de Daesh dans la montagne Sarda, qui est cette fameuse montagne sur laquelle était l'armée syrienne qui a été bombardée, là où elle a été bombardée par les Américains. Prétendant lutter contre Daesh, et ils ont tué 100 soldats syriens. Daesh a tout de suite attaqué cette montagne. Donc aujourd'hui, les avancées et reculs se font sur cette montagne. L'armée syrienne bombarde les positions de Daesh là-dessus. Oui. Et à chaque fois, il y a effectivement pas mal de dégâts chez eux. Nous espérons en fait que ça avance et que bientôt l'armée syrienne va reprendre la totalité de cette montagne et de Deir Zur aussi. Dernier point du côté de Hama et de Homs aussi, du village de Salamiyeh, il y a systématiquement des incursions terroristes Daesh qui viennent du désert en fait, du désert syrien, donc qui sont repoussés régulièrement par l'armée. Alors là aussi c'est avancée-recul et par contre c'est vrai que c'est l'armée qui avance davantage après et puis qui protège surtout les équipements
et les installations de gaz dans Hakl al-Shari, à l'est de Homs, au nord-est de Homs. Voilà, donc on peut dire la situation en général est une situation positive. À Alep, la ville reprend vie et les travaux de réhabilitation de la ville, de réhabilitation de l'infrastructure ont commencé. Je tiens à rappeler quand même que l'aéroport d'Alep a été réhabilité et a fonctionné enfin presque tout de suite, hein, et qu'il y a eu une délégation de parlementaires français qui sont arrivés à Alep donc par l'avion, et qui sont repartis d'Alep, et en repartant il y a eu des attaques terroristes contre cet aéroport. Fort heureusement, ils n'ont pas endommagé l'aéroport et leurs missiles sont tombés avant. Mais donc la délégation a été saine et sauve. Mais heureusement, et je les salue, je suis pour encourager qu'il y ait de plus en plus de délégations qui viennent voir de visu, voir la situation en place, parce que quand on entend effectivement les déclarations de Thierry Mariani qui a visité Alep, qui a eu des entretiens aussi avec le président Assad, qui s'est baladé à Damas, qui a vu un peu toute la ville et comment ça se passe, qui a déclaré que de toute façon les médias français étaient en train de nous mentir et que nous avons été complètement dévoyés, et maintenant qu'on voit la réalité, on se rend compte quand même qu'on était dans la mauvaise direction au niveau des positions politiques, et que les politiques français sont malheureusement à côté de la réalité, et ils sont même complètement coupés de la réalité syrienne. Alors, Essar, justement, vous faisiez référence à ces trois députés français, dont deux font partie de l'opposition de droite, hein, les Républicains, ou en tout cas affiliés, et vous dénonciez à juste titre, je dirais, le langage un peu particulier des politiciens français vis-à-vis de la Syrie. On peut quand même constater qu'un candidat à la présidence de la République, pour ne citer que François Fillon, qui avait eu des discours rassurants sur une ouverture en direction du gouvernement syrien, s'est dépêché de se désolidariser de ces au moins deux députés qui allaient donc rendre visite à la Syrie, hein, au gouvernement syrien et à Alep. Il s'en est désolidarisé alors que ses propos étaient au contraire très encourageants juste avant. Donc on a une très curieuse inversion d'approche de la part d'un individu qui quand même brigue la magistrature suprême du pays qu'est la France. En effet, effectivement, François Fillon avait des déclarations qui étaient plutôt qui allait dans le sens de la réalité, du réalisme, et puis de d'une vue, je dirais, plus réaliste de ce qui se passe en Syrie. Oui. Surtout qu'il disait qu'il allait commencer effectivement par réouvrir l'ambassade française en Syrie, puisque ceci dit, il a été quand même victime d'une grande tempête, à nouveau une tempête médiatique qui l'accusait de soutenir les dictateurs, de soutenir des criminels de guerre, etc. En fait, ils ont continué sur la même lignée. Oui. Au niveau des médias mainstream, que je placerai aussi dans le cadre de la campagne
médiatique Obama contre Trump, Oui, qui vise en fait, comment dire, à rendre les relations, à tendre les relations entre les États-Unis et la Russie de manière non réversible, hein, je peux dire. Et catastrophique même. en fait, c'est les médias français qui obtempèrent et les politiques français qui sont en poste qui obtempèrent. Et je trouve que c'est tout à fait dommage et c'est tout à fait condamnable, je peux dire, que la politique de la France et des médias français se décide à Washington. Oui. Et qu'il continue dans la même lignée, y compris quand ça touche les intérêts du peuple français, puisque ces positions ne militent absolument pas dans le sens des intérêts du peuple français, qui, à mon sens, sont du côté des intérêts du peuple syrien, donc contre le terrorisme et pas du tout de soutien au terrorisme, pour la souveraineté des pays, pour que les peuples puissent décider eux-mêmes qui les dirige et et de quelle manière, contre l'ingérence des pays les uns dans les affaires des autres et surtout contre toute ingérence militaire et dans les affaires des autres pays. Donc en fait, tout ceci, c'est tout aussi bien contre les intérêts du peuple syrien que les intérêts du peuple français. Et j'estime que les intérêts de nos peuples sont plutôt du même côté, et sont plutôt du côté de la paix, sont plutôt du côté de la lutte surtout conjointe contre le terrorisme. Oui. Malheureusement, la France ne reconnaît pas, alors qu'il avait reconnu, Fillon, que Assad et le président Assad et le peuple syrien sont les plus grands qui luttent contre le terrorisme. Il l'avait bien reconnu. Là, il refait marche arrière et il reprend le langage des médias mainstream. Je pense par opportunisme pour être élu. Mais c'est tout à fait dommageable qu'on puisse changer de position du jour au lendemain comme ça à cause des médias mainstream. Que je pense d'ailleurs, les médias mainstream vont changer de position après le 20 janvier. Oui, absolument. Voilà. Et d'ailleurs, donc, et ça, justement, je voulais revenir aux terroristes et comme vous disiez qu'ils étaient en débâcle. Et à juste titre, et je fais un lien avec le 20 janvier, l'investiture de Trump à la Maison Blanche, c'est-à-dire que on aura un tournant décisif, hein, si toutefois on arrive à vivre cette investiture le 20 janvier prochain, parce qu'il reste quand même encore 6 jours, hein, ce qui reste encore assez pour déclencher une guerre mondiale par la presque ancienne administration Obama. Et effectivement, Trump n'est pas du tout dans la même lignée politique et interventionniste d'Obama, ce qui fait que les mercenaires terroristes en Syrie risquent fort de se retrouver dans une situation extrêmement difficile. C'est peut-être aussi pour ça que Israël essaye de déclencher, je dirais, par provocation, une guerre beaucoup plus étendue que celle qui existe déjà et qui fait déjà beaucoup de mal en Syrie. Et quand vous disiez que je dirais les intérêts du peuple français rejoignent les intérêts du peuple syrien, vous avez tout à fait raison. Et on peut constater déjà, rien que par rapport aux sanctions qui ont été décidées contre la Russie par l'Union européenne, que c'est bien le peuple français qui en est la première victime, puisque justement à l'échelle européenne, il y a eu quand même 400 000 emplois de perdus, donc une grande partie en France, puisque on a le secteur agricole qui a été très lourdement touché, et ce secteur qui sera durablement touché, puisque Vladimir Poutine est quand même, contrairement à la classe politique française,
attentionné aux intérêts des Russes, et il s'est empressé de déclencher un processus d'autonomisation de l'agriculture de son pays en permettant tout à une fait. production intérieure qui va définitivement expulser en réalité les importations extérieures, en particulier françaises. Donc on a un tournant décisif, hein, on a un acte de haute trahison, hein, quelque part, de la part des élites françaises qui emboîtent le pas de Washington dans toutes ses décisions criminelles en Syrie ou purement égocentriques contre la Russie, et probablement même malheureusement criminelles également à plus ou moins long terme, hein, quand on voit les effectifs militaires, les blindés américains qui débarquent en Allemagne pour aller en direction de la Pologne et des pays baltes pour menacer l'enclave de Kaliningrad. Donc au 20 janvier, on a peut-être l'espoir d'un changement radical de situation, mais hélas, d'ici là, un tournant décisif qui peut empêcher cette investiture et placer en fait l'humanité sur les rails d'un conflit mondial extrêmement dévastateur. Tout à fait, oui, c'est une possibilité, mais je crois que le monde aujourd'hui ne va pas vraiment dans le sens. Enfin, c'est sûr que de toute façon, si la guerre est imposée, tout le monde la fera. Hein, Oui. c'est comme nous disions nous en Syrie, comme le président Assad dit. Si la guerre nous est imposée, ben on est là pour l'accueillir et pour nous défendre.